à travers le silence. J'ouvre les portes de l'esprit. L'esprit qui me donne accès à toutes les richesses de l'âme. On dit que la paix n'est qu'à une pensée de distance. Il suffit juste de trouver la bonne pensée. C'est comme si on invoquait la paix. Et qu'on entrait dans l'esprit par les portes du silence et de la paix.
Bonsoir, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Alors, j'espère que vous allez bien. Commence à sentir le printemps? Oui. Alors, comme tous les mercredis, on essaye de réfléchir un petit peu sur des thèmes qui nous remettent en question un petit peu notre façon de penser, notre façon d'être, notre façon de voir le monde. Et aujourd'hui, on va parler de simplicité, redécouvrir la simplicité. Et je me dis qu'on a tous peut-être des fois besoin de repenser un petit peu à la façon dont on structure nos idées, notre façon de vivre, notre façon d'être. Il y a deux expressions que je trouve très révélatrices. Et des fois, on se dit qu'on s'est un petit peu compliqué la vie ou qu'on s'est cassé la tête. Deux façons de se comporter face à soi-même qui ne sont pas si bénéfiques que ça. Hein? Il y en a qui se compliquent la vie et qui se cassent la tête. Ou est-ce qu'il y en a qui trouvent que les autres vous compliquent la vie puis que les autres vous cassent la tête? Qui casse la tête de qui et qui complique la vie de qui? Et il y a des fois, je pense qu'on n'a pas besoin de personne pour nous casser la tête ou nous compliquer la vie. On fait ça très bien tout seul. Et on sait très bien s'organiser pour rendre les choses simples, bien compliquées. Et puis, l'expression québécoise que je trouve vraiment très jolie, c'est la notion de s'enfarger les pieds dans les fleurs du tapis. Vous connaissez ça? À Maurice, non, on n'utilise pas ça? S'enfarger, donc s'accrocher les pieds dans les fleurs du tapis. Ça, c'est quand on a la vie compliquée et qu'on a la tête bien cassée. Là, on s'enfarge les pieds dans les fleurs du tapis. Et c'est vraiment des expressions qui disent bien ce que ça veut dire. C'est qu'on n'est pas capable, finalement, des fois, de rester avec une vision assez simple des choses. Et pas simple pour être simpliste, mais simple pour être clair. Et l'inconvénient de la complication, c'est qu'elle a tendance à brouiller les choses. Et quand il y a trop d'idées, elles ont beau être des bonnes idées, mais elles finissent par s'embrouiller les unes avec les autres. Hein. Si vous faites un plat, puis que vous mettez à peu près tous les épices que vous avez dans la maison, à peu près une pincée de tous les aliments que vous avez dans le frigidaire, puis à peu près tout ce que vous avez dans les placards, ça risque d'être un peu compliqué à manger, non? Je ne sais pas ce que ça va donner. Ça risque d'être un peu intense. Hein. Mais des fois, dans notre tête, c'est un peu ce qu'on fait. On a des épices, des sentiments, des problèmes, celui des autres, des pensées qu'on a lues, les journaux, la télé. On mélange tout ça, puis on se dit, je sais pas ce que j'ai, hein, j'ai mal à la tête. Ou alors des fois on se dit, je sais pas ce que j'ai, mais je suis vraiment fatigué. Et si on regardait un peu combien on complique nos pensées et combien on ajoute énormément de pensées, des fois on gagnerait à se simplifier la vie un petit peu. Alors la pensée que j'avais était vraiment très très simple, c'est de se dire que, d'abord elle est simple, oui, parce que c'est le sujet du jour, mais l'idée de dire, il y a en fait 3 domaines dans lesquels on pourrait réfléchir à la simplicité. Il y a un domaine au départ qui est maintenir dans notre tête une forme de simplicité, maintenir ensuite dans notre mode de vie, dans notre façon de vivre une simplicité, et ensuite notre façon de voir le monde. Comment on se positionne dans le monde. Si on y pense, c'est vraiment juste ces 3 aspects-là qui nous préoccupent. Comment ça se passe dans ma tête, comment je vis ma vie, et ensuite comment je me positionne par rapport au monde extérieur. Et dans ce sens-là, je pense que notre approche spirituelle est très utile. Dans notre tête, ce qui complique les choses, c'est le nombre inutile de pensées, et le nombre de pensées inutiles. Non? C'est trop compliqué, non? Le nombre de pensées inutiles et le nombre inutile de pensées. C'est-à-dire qu'on a tendance à créer des pensées inutiles. Pensées qui ne sont pas nécessaires. Et je me mets au défi d'essayer aujourd'hui, demain, de vous dire, tiens, pendant 2-3 heures, je vais essayer de n'avoir aucune pensée inutile. Juste de simplifier l'esprit.
Et c'est un peu comme, je ne sais pas ce que vous avez dans vos placards, mais des fois on dit il y a toutes sortes de choses dans les placards et des squelettes, mais des fois c'est juste qu'il y a trop de choses dans les placards. C'est vraiment intéressant de regarder ce qu'on accumule, qui ne sert absolument à rien. Des chemises qu'on dit on vient pour la donner. Ah non, finalement si jamais je la mettais. Oui, mais ça fait comme 4 ans que tu ne l'as pas portée. Mais au cas où, tu sais, si jamais je décide de changer, là, puis je vais la porter, on la laisse là. Ceux qui ont tendance à prendre un petit peu de poids, ben, tu gardes ta chemise qui est faite pour quand tu avais 16 ans. Puis si jamais je retrouvais ma taille de 16 ans, c'est bon ça? Non, ça n'arrivera pas. Non. Je ne veux pas vous décevoir, mais on est juste comme ça. Donc, on a une chemise qui est très bien, mais qu'on a depuis à peu près 15 ans, au cas où on dévoluait dans notre croissance physique, puis qu'on retrouvait notre taille de guêpe il y a 16 ans. Alors, on a des choses comme ça. Et puis, dans le sous-sol, alors là, des boîtes, des objets, des trucs, des souvenirs. C'est pas gênant dans un sens. Sauf que c'est toutes sortes d'idées, d'objets qui sont là, puis qui servent absolument à rien, et qui encombrent. Et si on voulait savoir en quoi, en fait, ça fait une différence, ben, l'idée, c'est d'avoir le courage un jour, puis de les enlever, puis après d'ouvrir la porte du placard, puis et maintenant, comment je me sens? Et moi, je l'ai fait l'expérience souvent, je le refais continuellement. Ben, si vous prenez la peine de libérer ce qui est dans le placard qui n'est pas utile, puis d'en enlever à peu près la moitié, pas tout le monde, mais des fois il y en a vraiment une bonne grosse moitié à enlever. Après, vous allez voir, le lendemain, vous ouvrez le placard, puis qu'est-ce que vous allez sentir? Waouh, ça fait du bien. Waouh, c'est inspirant, c'est bien. On ne se rendait pas compte que c'était là. On ne se rendait pas compte que ça empêchait une certaine légèreté. Une autre attitude, une autre expérience qu'on a souvent, c'est quand on se dit, bon, il faudrait bien faire le ménage. Il faut dire, oh ben non, c'est pas ça. C'est correct. C'est pas ça. Je ferai la semaine prochaine. On peut retarder comme ça de plusieurs mois. Hein, c'est ce que, malheureusement, le problème. Je suis sûr que c'est pas le cas, mais on peut retarder un petit peu. Puis des fois, on a l'impression que c'est pas ça, puis on fait rien. Puis l'exemple est le même. Essayez de simplement nettoyer. Puis même si vous pensez que c'est pas ça, nettoyez et après, demandez-vous comment vous réagissez. La réaction sera toujours la même. Ouais, maintenant c'est propre. Avant, on disait pas que c'était propre. On disait c'est pas sale. En fait, c'était pas propre. Mais c'était pas assez sale pour qu'on trouve ça inacceptable. Donc, on laisse ça comme ça. Alors, je donne ces deux exemples parce que dans la tête, c'est à peu près pareil. Il y a plein de pensées. Puis on se dit que c'est correct. Mais on ne se rend pas compte de ce que c'est si on enlevait toutes ces pensées. La définition d'une pensée inutile, c'est qu'elle n'est pas néfaste, elle n'est pas nuisible, elle n'est pas négative. C'est pas une pensée mauvaise. C'est une pensée inutile. Elle empêche de dormir. Elle empêche de dormir. Elle prend de l'espace. Elle alourdit l'esprit. Puis elle empêche l'esprit d'être aéré, d'être dans son mode de fonctionnement convenable. Il y a des nourritures peut-être qui ne sont pas mauvaises, mais elles sont un peu inutiles, surtout en quantité des fois excessive, qui sont nuisibles physiquement. Et les pensées inutiles deviennent nuisibles parce qu'elles occupent un espace qui serait beaucoup mieux s'il était libre. Et quand on fait l'exercice de se dire pendant 2-3 heures, je vais penser moins, je vais penser à ce à quoi je dois vraiment penser. Ben, ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a tout à coup un espace de silence qui peut prendre sa place. Il y a une espèce une légèreté dans notre esprit qui fait qu'on se dit, tiens, on se sent plus frais, on se sent plus aéré, mieux. Mais on ne saura jamais ce que c'est, cet espace de liberté, de fraîcheur, cet espace de silence, tant qu'on ne fait pas cet espace. Et c'est pour ça qu'on s'habitue à vivre avec un esprit qui ressemble un peu à nos placards et à nos sous-sols, avec beaucoup trop de choses. Et on pense que c'est normal. On pense qu'on est comme tout le monde, ce qui est d'ailleurs le cas.
Et on se dit, ben voilà, je pense à ça, je pense à ça, je pense à ça, puis ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, puis il n'y a pas de système d'alarme pour nous dire, là, tu as beaucoup trop de pensées. Et cette accumulation de pensées fait que la force des pensées qu'on a diminue. Beaucoup de pensées fait en sorte que toutes ces pensées n'ont pas la force qu'on espère ou qu'on attend de ces pensées. Moins de pensées fait en sorte que les pensées deviennent beaucoup plus puissantes. Et de ralentir les pensées, d'éliminer des pensées inutiles, de laisser de l'espace dans l'esprit pour quelques pensées, faites l'expérience, vous allez voir que les pensées deviennent très fortes, essentielles. Toute la différence entre se faire couler un immense bain dans la tête ou mettre des gouttes d'huile essentielle. Et les gouttes d'huile essentielle, comme le nom l'indique, c'est très puissant. Il y a beaucoup de pouvoir dans une goutte d'huile essentielle. Et quand on a des pensées qui sont pures, qui sont simples, qui sont puissantes, eh bien là on se rend compte que l'effet qu'on ressent, c'est un effet de légèreté, un effet de confiance, un effet de clarté. Ça nous aide à la compréhension des choses, à prendre des décisions, à ne pas douter de ce qu'on pense et de ce qu'on décide, mieux comprendre ce que les autres nous disent. Mais on ne s'en rend jamais compte tant qu'on n'enlève pas le poids et la confusion permanente que toutes ces pensées inutiles créent. Et c'est là où la simplicité mentale est très difficile. Parce qu'on a tous tendance à produire 10 fois trop de pensées. Puis on ne s'en rend pas compte. On est envahi par tout temps de pensées. Alors, après, chacun doit s'auto-évaluer, faire des petites expériences. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, j'ai commencé la méditation, puis on m'avait parlé de ça, le pouvoir des pensées, puis bon, et j'y croyais vraiment. J'avais lu avant des livres sur les fantastiques facultés du cerveau, puis on disait notre cerveau fonctionne vraiment pas. Là. Il est à peine 10% de ses capacités, ce qui explique beaucoup de tous nos problèmes, parce qu'on n'utilise pas nos compétences ou nos pouvoirs. Et là, donc, on me parlait des pensées inutiles, etc. Et donc, j'avais décidé de faire ce que je vous propose, une journée complète. Je m'étais dit, je vais compter le nombre de pensées inutiles que j'ai. Puis j'étais arrivé très, très fier le soir devant la professeure. Puis je lui ai dit, écoutez, formidable, aujourd'hui, j'ai eu seulement, je sais pas moi, 152 pensées inutiles. Puis elle me regarde, elle me dit, tu viens d'avoir 153, là. Puis je dis, what? Et puis elle me disait, c'est bon ce que tu as fait un exercice. Mais la blague, elle me disait, tu es tellement omnubilé par tes pensées gaspillées que tu es en train de compter tes pensées gaspillées. Ben, ça peut, tu te compliques aussi la vie, mon ami. Elle dit, arrête juste de penser, c'est tout. Ouais. Pas besoin de compter tes pensées inutiles. Ça devient en soi une pensée inutile. Mais bon, c'est une blague parce que c'était quand même un effort très louable de chercher à éliminer les pensées inutiles. Alors, la notion d'une simplicité au niveau juste de l'esprit, ce qui est vraiment intéressant, c'est de se demander pourquoi je me complique autant la vie? Qu'est-ce qui complique le processus des pensées? Et mon expérience, enfin peut-être bien d'autres choses aussi, il y a deux raisons. Une, c'est un manque d'amour pour soi. Et ça, c'est une formule qui est très, je dirais, banalisée et très distorsionnée. Parce que quand on parle de s'aimer soi-même puis d'avoir l'amour pour soi, moi j'ai toujours un problème avec ça. J'ai toujours trouvé ça très narcissique comme concept. Je me suis toujours dit, moi j'aime pas trop ça, cette notion de me regarder puis dire qu'est-ce que je m'aime, je suis formidable. Puis j'ai un petit malaise, je sais pas pour vous, là, mais un malaise avec ça. Juste me regarder une demi-heure tous les matins dans le miroir, je trouve que c'est suffisant. Tu sais, ça, je plaisante, je fais pas ça une demi-heure. Je les voyais pas rire, les tantôt, me disent, ah oui, il est vraiment grave. Il est vraiment rendu grave. Non, je plaisante. Ça dure 2 minutes. Quand je me rase pas, quoi. Et donc, l'idée, c'est de dire, de s'auto-aimer, mais j'ai toujours trouvé ça un peu bizarre comme concept. C'est je m'aime, je sais pas, j'ai une petite gêne par rapport à ça. Et récemment, j'ai découvert que la formule est étrange. Et je propose une autre formule qui est plutôt d'aimer ce qui est en moi.
Et dans ce sens-là, ce que j'ai découvert, c'est que ce que je propose comme amour de soi, plutôt que de me regarder et puis me dire je m'aime, c'est d'avoir une énorme valorisation et avoir beaucoup d'amour, apprécier en fait, avoir une grande appréciation pour ce qui peut être en moi. De découvrir par exemple qu'en moi, je peux porter ce flambeau de la paix. Et que si on fait l'expérience en méditation avec des pensées très calmes, très peu nombreuses, avec des pensées pures, avec un silence intérieur, de sentir qu'il y a comme cette flamme de paix qui est là. Puis on lui donne de l'espace, on la laisse vivre. Je sais que c'est un peu abstrait ce que je suis en train de décrire, mais ça se ressent dans le concret par un calme, une sérénité, une tranquillité, un bien-être, le sentiment d'être paisible. Et j'ai souvent décrit cette expérience. Moi, j'ai rien contre être un peu fou, puis s'amuser, puis être complètement énervé, puis extraverti. Là. Des fois, je trouve que ça fait vraiment du bien de faire ça. J'aime le sport. Quand on danse, c'est le fun. Quand c'est le moment, c'est bien. Mais il y a des fois où le silence est vraiment intéressant. Et des fois, je me surprends moi-même, surtout au travail, par exemple, un peu tendu, stressé, marcher vite, parler vite, faire les choses vite. Et quand je me surprends à faire ça, des fois, juste m'observer marcher, tout comme ça, puis dire, hey, relax. Et volontairement de ralentir le rythme auquel je marche. Je sais qu'il y en a qui marchent naturellement lentement. Moi, je pense aller plus vite, mais de ralentir ma façon de marcher. Puis tout à coup, prendre conscience que on émet des vibrations. On émet des ondes. Puis si je suis pas branché, puis je fais juste oui, ça va, ok, bouge pas, j'arrive tout de suite, oui, je te donne ça. Ah oui, le téléphone, puis on est tous branchés, connectés. Moi, j'appelle ça, on a un buzz qui est pas très paisible. Il est convenable, il est pas méchant, on fait de mal à personne. Mais en fait, on a un petit buzz. Et ça, ce buzz-là, en fait, c'est du stress. C'est un speed, excusez tous les mots anglais, là, mais c'est une espèce d'accélération, c'est une tension dont on ne se rend pas compte, mais qui est en permanence là. Et ce que ça fait, c'est que ça tend, ça nous crée des tensions. On ne se rend pas compte. Mais après, on dit, je suis tendu. Vous allez voir un masseur 2 fois par année, puis à chaque fois qu'il vous touche, il dit, oh boy, c'est de la brique ton truc. Il dit, ah ouais, pensez ça que moi je suis tendu. Et oui, c'est solide. Ah, je sais pas pourquoi. Non, moi je vais te dire pourquoi. On va vous filmer pendant une journée pour vous dire, t'as vu là comment tu es buzzé toute la journée? Ça se voit dans les yeux, ça se voit dans notre façon d'agir. Et quand on ralentit, puis qu'on pense à cette notion de transporter avec nous un flambeau de paix, essayez de marcher au travail ou dans la rue paisiblement. Puis de vous dire, cette paix intérieure, vous l'exprimez à travers vos yeux, à travers vos mains. Quand vous prenez la main de quelqu'un, faites-vous juste écraser la main de l'autre ou faites-vous attention à transmettre à travers une poignée de main, à travers une accolade, à travers un regard, être conscient qu'il y a une émanation de paix qui est là. C'est concret, là. Évidemment, c'est pas tout le temps comme ça, 24 heures sur 24, mais régulièrement, se dire, moi j'ai une paix intérieure, puis je veux la préserver. Et si on apprécie cette paix intérieure, et là je vais juste prendre une qualité, mais pensez à l'amour, la vibration d'amour, c'est très joli, c'est très doux, ça. Avoir une vibration d'amour pour le monde, pour les autres. Avoir une énergie de bonheur, de joie. Puis, la liste est longue. La douceur, la bienveillance, la patience. Nous, on décrit ça comme, en fait, pourquoi on a toujours des fleurs dans les centres? Vous avez remarqué, il y a toujours des fleurs fraîches tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est un peu l'expression du bouquet des vertus de l'âme. Que l'âme, quand elle est épanouie, elle a l'air d'un bouquet de fleurs. Avec toutes les vertus. Nous, on a un poster, puis sur chaque fleur, il y avait une qualité, bonheur, pureté, douceur, patience, paix. Et j'avais toujours aimé cette image qu'on nous a donnée au tout début en disant, l'âme doit fleurir comme ça.
Et si on n'exprime pas un peu de paix, un peu d'amour, un peu de bienveillance, un peu de douceur, mais qu'est-ce qu'on exprime alors? Une résistance, une peur, une tension, une méfiance, une distance, une froideur. Ça fait un bouquet d'épines. C'est beau les cactus, mais tu ne mets pas ton nez dedans, quoi, en général. Tu tiens ton nez un peu plus loin du cactus. Les fleurs, on se met le nez dedans. On a confiance, on veut sentir ce qu'elles sentent. Cette paix intérieure, quand on commence à la développer, on veut la préserver. Et c'est là où on commence à développer une appréciation pour cette paix qu'on transmet. Si on a une bienveillance, une attitude d'amour pour les autres, quand on va percevoir cette qualité d'amour qu'on donne aux autres, je vous invite vraiment à l'essayer. C'est de ça dont on tombe amoureux. C'est ça qu'on aime. C'est pas moi, Eric, que j'aime, mais c'est j'aime quand j'ai ces qualités-là. J'aime quand cet amour est là. Parce que je sais que je suis aligné avec mes valeurs qui sont vraies. Et quand je suis en paix, je sais que je suis bien avec moi-même. Et je m'aime mieux quand je suis en paix que quand je suis stressé. Pas vous? Vous adorez ça, être stressé, puis vous prenez des cours régulièrement tous les mercredis soirs pour être plus stressé. Non? J'ai pas encore vu annoncer dans les journaux... ouais. Il y a des personnes qu'on appelle, comme il m'a parlé, des triple A. Hein? Moi, je prends une pilule tous les matins pour me tranquilliser. Ben oui. Puis ça fait 25 ans que je n'ai pas appris comment me tranquilliser. C'est un défaut de caractère, puis c'est très difficile. C'est très difficile. À aligner. Mais c'est ça, le point que je veux faire, c'est qu'on n'aime pas ça. On ne cherche pas à être plus stressé. Moi, je n'ai pas encore vu annoncer cours de stress gratuit, venez stresser tous les mercredis soirs. Je n'ai pas vu ça encore. Peut-être ça va venir un jour, ce sera la nouvelle mode. J'ai pas vu ça encore. Personne qui s'intéresse ferait faillite, je pense, à des cours de stress. Par contre, les cours anti-stress, ça, il y en a beaucoup. On ne veut pas être stressé. On s'aime beaucoup mieux. Qui adore les relations compliquées, difficiles, haineuses, violentes? Non. Je pense pas que c'est... On adore quand ça va bien, quand on est en harmonie. Qui a pas dit des fois à des amis, des conjoints, qu'est-ce qu'on est bien? C'est pas ça la réalité. Non, c'est la réalité. Pour bien des gens, c'est la réalité. Pour ceux pour qui ça ne l'est pas, il faut se questionner à savoir pourquoi ça ne l'est pas. Moi, je connais plein de gens qui ont des très belles... Moi, j'ai des superbes relations. L'enfer, c'est les autres. Peut-être qu'il y a des nouveaux auteurs qui ont des nouvelles idées qui seraient bons à lire. Je vais peut-être écrire un livre qui va dire « Le paradis, c'est les autres ». C'est des idées, hein. On joue avec les idées. Et je pense que cette espèce de vibration qu'on peut émettre, qui est bonne, qui est pure, qui est simple, c'est ça qu'on arrive à aimer. Et je pense que si on n'a pas assez d'amour pour ça, c'est là où on se laisse aller dans le stress, la négativité, etc. Puis on n'a pas de système d'alarme. Alors ça, c'est une des premières causes qui fait qu'on n'a pas cette simplicité. Puis la deuxième chose, c'est que on n'a pas cette volonté de voir les choses avec précision. On accepte un flou artistique. On pose des questions, on n'a pas les réponses. On veut chercher à comprendre ce qui est parfois pas nécessaire de comprendre. On veut que les autres nous expliquent, c'est très compliqué à expliquer. Mais on n'est pas capable de comprendre comment moi je veux voir les choses simples, claires. Si on avait cette volonté, on simplifierait notre esprit. De la même façon que si on n'a pas envie de vivre dans un espace épuré, propre, agréable, on ne fera pas les efforts. Quelqu'un qui vit dans les montagnes de trucs, puis il y a des piles partout, puis il y a des choses qui débordent de tous les placards, puis en dessous du lit c'est plein, sous les commodes c'est plein, des poches c'est plein, des capuches, il y a quelque chose. C'est que quelque part, cette personne n'a pas envie de vivre de façon plus épurée. C'est pas une priorité pour elle. Et c'est correct. Jusqu'au jour où ça devient une lourdeur, puis que ça devient comme on est ankylosé dans notre tête. Et le problème de cette complexité de la pensée, c'est qu'à un moment donné, on voit plus clair. Puis il se passe quelque chose dans notre vie, puis là, on tombe dans la deuxième partie, on se dit « Ah, je sais pas quoi faire.
Je ne sais plus comment réagir. Je ne sais pas qu'est-ce que je devrais faire. Et là, c'est plus seulement ma tête qui devient compliquée, c'est ma vie qui devient compliquée. Mon interaction avec les autres, mes choix de vie, mes relations, mon travail. On parlait avec des amis récemment sur comment on se positionne par rapport à l'environnement et puis par rapport aux choix éthiques en ce moment. Puis, une personne de jeune âge qui me disait que quand elle achète, je ne sais pas si je vais réussir à me souvenir, tous les critères, à savoir si c'était une empreinte environnementale convenable. J'ai oublié, il y avait plein de critères, le caractère éthique, le caractère recyclable, le caractère. Il y en avait tellement, je me dis, wouhou! C'est comme, t'es devant ta boîte de céréales, là, t'as tes nouvelles questions à ce point. Est-ce que j'achète ou j'achète pas? Et là, t'as tout plein de critères. Puis je dis pas très louable. Moi, j'essaye de faire la même chose. Mais c'est plus aussi simple que ça. Il faut voir clair dans la vie. Où est-ce que je me situe dans mes choix éthiques, environnementaux, etc., quoi. Ça devient compliqué un petit peu notre mode de vie en ce moment. Est-ce qu'on arrête de manger ça pour telle raison, mais après je prends mon cellulaire, ah oui, ben là je fais telle chose. Ça peut devenir très compliqué. À un moment donné, il faut être clair dans notre façon d'être, dans notre façon de vivre. Et ça, je pense qu'au niveau du mode de vie, avoir une vie simple, c'est vraiment intéressant. Parce que sinon, elle peut devenir très, très, très compliquée. Et si on n'a pas un esprit qui se libère de pensées inutiles, de pensées gaspillées, de pensées perdues, ça devient très difficile ensuite d'envisager comment organiser ma vie de façon simple. Et l'expérience que j'ai pour moi, c'est de, voir autour de moi comment je vis ma vie. C'est quoi mes choix? Comment j'organise ma journée? Comment je planifie mes choses? Et ça fait partie d'une vie qui est entre nos mains. On a le choix. On peut planifier notre vie d'une certaine façon ou d'une autre. Avoir une alimentation simple. Pas obligé de compliquer tout ça. Avoir des relations simples. Faites le tri dans vos relations. Dites-vous combien sont assez corrects, simples. Est-ce qu'il y en a des compliqués? Ben, les relations compliquées, il faut peut-être prendre le temps de dire, OK, là, à un moment donné, soit pas nécessairement dégage, simplifie. Point à la ligne. C'est-à-dire qu'on peut émettre des paramètres en disant, je veux bien continuer la relation, mais ça va être très simple. Si on se fait du mal, on arrête. Si on se respecte, on continue. C'est simple. C'est de juste mettre les barèmes qui définissent qu'est-ce que je fais pas. Comment je fais, comment je ne fais pas. Et si ça devient clair dans notre tête, on organise de façon simple les choses aussi. Notre santé physique, notre façon de se comporter avec les autres, notre façon d'accepter les choses autour de nous, d'organiser notre vie. Tout ça, ça se fait, ça se planifie. Vous ne levez pas à n'importe quelle heure, non? Chacun, j'imagine, planifie un peu à quelle heure on va se lever le lendemain. Non? Et des fois, oui. Des fois, si on est chanceux, on est toujours en vacances, ben là, on met pas de réveil. Mais généralement, il faut organiser un peu à quelle heure on se lève, à quelle heure on mange, qu'est-ce qu'on mange. Et ça, c'est important de se dire, ma vie, est-ce que j'ai une vie simple ou j'ai une vie compliquée? Est-ce que j'arrive à vivre ma vie simplement ou est-ce que je complique ma façon de vivre constamment? Il y en a qui ont l'art de compliquer les relations. La personne vous raconte un petit peu quelque chose, puis après, vous vous mettez, pourquoi elle m'a dit ça? En fait, je suis sûr, c'est ça qu'elle veut dire. Puis là, on est en train de refaire toute la discussion. Elle m'a juste dit que le ciel était bleu, il y avait 3 oiseaux, puis qu'elle a senti qu'elle avait envie d'aller se baigner. Puis je dis, mais là, pourquoi elle a regardé le ciel? Elle veut m'éviter, c'est ça? Elle m'aime pas, c'est ça, je sais. Puis 3 oiseaux. Elle voulait parler de quoi alors? C'est ça, des corbeaux? Elle m'aime pas, c'est le noir, c'est ça qu'elle a voulu dire? Non, c'est juste, il y a un ciel bleu, il y a 3 oiseaux, j'ai envie d'aller me baigner. J'ai rien voulu dire de plus. Mais l'autre dans sa tête est en train, puis je prends un exemple énorme, là, mais c'est des fois, on complique pas mal. Hein? Elle a dit ça, non mais qu'est-ce qu'elle voulait dire, c'est ça? Non, je sais pas ce qu'elle voulait dire. Elle m'a juste dit ça. Peux-tu juste s'arrêter au fait qu'elle m'a dit ça? Point à la ligne. Puis après, si tu penses qu'elle a voulu dire autre chose, appelle-la, puis demande-lui, en me disant que le ciel était bleu, voulais-tu vraiment me dire que ma vie vaut rien, puis que tu m'aimes pas? Puis elle va dire, non,
Le ciel était bleu, c'est tout. Je voulais rien dire de plus. Ah, tu me rassures, j'ai cru que tu voulais dire tout ça. Vérifiez. Mais il est vrai que dans bien des cas, on a tout imaginé la suite de l'histoire. Moi, des fois, on s'amuse toujours avec ça, mais c'est vrai que des fois, on discute, puis les gens après nous disent « tu m'as dit ça ». Et des fois, on dit « non, je pense pas que je t'ai dit ça, mais tu as probablement pensé ça quand je t'ai dit quelque chose. Et tu te souviens pas de ce que je te dis, tu te souviens de ce à quoi tu as pensé quand je t'ai parlé. » Et moi-même, je l'ai fait. Moi-même, je peux le dire honnêtement, là, ça m'est arrivé de dire à quelqu'un « tu m'as dit ça ». Puis après, on dit « non, tu m'as pas dit, non, je t'ai pas dit ça ». Puis des fois, je pense qu'ils avaient raison. Puis après, je me rends compte, des fois, quelqu'un d'autre était là, puis je dis, elle m'a bien dit ça. Non, elle a raison, elle t'a pas dit ça. Ah ouais? Comment ça que j'ai entendu ça, là? C'était dans ma tête. Et là, on est toutes mêlées, là. On ne sait plus qu'est-ce qu'on entend. Quand on le sait, quand il y a un choc, moi, une bonne expérience que j'ai eue, je ne sais pas si c'était une bonne expérience. Non, c'était pas une bonne expérience, mais ça m'a appris quelque chose. Hiver, neige, on circule, je suis avec ma sœur en voiture, et puis on est dans des fils, il y a un bouchon, etc. Je vais juste me tasser un peu pour voir où est-ce que c'est. Puis il y a une voiture, mais à fond la caisse, qui déballe sur la voie d'accotement, tout à fait interdit de faire ça. Puis elle déballe à fond, enfin, haute vitesse quand même sur la branche d'accotement. Puis en voyant que je m'étais juste tassé pour voir un peu, ben évidemment, ça lui a fait peur. Elle prend le champ, puis elle part dans le champ, puis elle cogne quelque chose. Bon, aucun accident majeur, mais quand même, elle est dans le champ. Je dis, moi, dans ma réaction, il est complètement malade, c'est quoi, il est fou de faire ça. Puis là, je le vois sortir de son véhicule, puis je dis, ah ouais, là, il est fou, mais enragé. Oups, il y a un problème. Et là, il fonce vers moi, en évidemment me disant, tes papiers, et puis là, alors là, il va, alors c'est là où même ce que je vous raconte est peut-être complètement faux, vous allez voir pourquoi. Je me souviens qu'il frappe à la fenêtre du passager. Donc, côté passager, où est ma sœur? Et moi, je refuse de baisser la fenêtre. Il est enragé. J'ai peur qu'il frappe ma sœur ou qu'il... Donc, je baisse pas la fenêtre. Et il cogne là-dessus, puis il veut les papiers. J'en trouve la fenêtre, mais pas plus. Puis là, je me dis, non, il est agacé, etc. Blablabla. Bref, en tout cas. Et là, à un moment donné, il nous fait vraiment peur, honnêtement. Puis bon, moi, je pars à un moment donné. J'écoute, je regarde, non, je te donnerai pas mes papiers. Puis tu n'avais pas à arriver à 100 à l'heure dans la voie d'accotement. Tu n'as pas le droit de faire ça. Puis, écoute, je suis désolé pour ta voiture, mais il n'y a rien de grave. Non, moi, je m'en vais. Je pars. Il court après. Puis évidemment, à un moment donné, de rage, il baigne dans ma voiture, puis fait une grosse dommage. Moi, je suis là avec ma sœur, Om Shanti, je suis la paix, je suis très simple, tout va bien. Ferme les fenêtres, puis... C'est ce qui vient de nous arriver. On a juste été acheter un petit tapis chez Ikea, on n'aurait pas dû faire ça. Pourquoi on est allé acheter un tapis chez Ikea? Et là, t'es un peu comme complètement sous le choc. Vas-y, flotte. Après, tous les gens qui regardent accrochés à leur volant. T'es comme, non, j'ai rien vu. Le gars, il est vraiment enragé. Là. Il a défoncé ma voiture, puis il est parti. Bon, là, les battements de cœur, alors méditer un peu ce soir. Après, qu'est-ce que tu veux faire? On est obligé d'aller au poste de police, puis faire une déclaration, sinon pour les assurances et tout ça. Quand on arrive au poste de police, c'est là où ça devient très drôle. Il nous dit, bon, comment était le monsieur? Et là, je me souviens plus du détail, honnêtement, mais pour le fun, c'était vraiment du genre, il avait une chemise blanche, ou un manteau blanc. Puis ma soeur, non, il n'y avait pas un manteau blanc, c'était bleu. Non, un manteau blanc. Non, je t'assure, j'ai vu, il y avait un manteau bleu. Après, on n'arrivait pas à s'accorder sur ce qu'on avait vu. Puis le gars, écoute, il était enragé, il est apparu dans la fenêtre pendant un bon 5-10 minutes. 1 heure ou 2 après, au poste de police, ma soeur et moi, on variait dans nos descriptions. Et là, je me suis dit, waouh, comment ça se fait? Puis je dirais pas que l'un ou l'autre avait raison, j'ai aucune idée. Tout ce que j'ai compris, c'est que nos émotions avaient fait en sorte qu'on voyait plus les mêmes couleurs. On voyait plus, tu sais, et j'imagine que les préjugés de quelqu'un auraient pu faire penser à un ou l'autre. Ah, c'est sûr, c'était un immigrant. Ah, c'est sûr, c'était ceci. Ah, c'est sûr que... I don't know. Moi, ça m'a vraiment frappé de me dire, puis avec ma soeur, j'aime bien, on se taquinait, on dit, voyons, il n'y avait pas des cheveux blonds. Oui, je t'assure, il était blond. Non, il y avait les cheveux noirs. Vraiment, on n'était pas du tout dans la même description.
Et là, je me suis rendu compte que probablement sous le coup des émotions, qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on a entendu? Pas sûr. Alors ça, c'est un exemple. Regardez dans le miroir. J'avais trop regardé dans le miroir. Peut-être le matin. Fallait pas que je passe 2 heures dans le miroir le matin. Conclusion, très bon. Conclusion, le regard narcissique. J'ai rien compris. Premièrement, pourquoi vous êtes ramassé au poste de police? C'est pas votre faute, il vous a pas frappé? Non, mais il faut déclarer. Mais déclarer quoi? Qu'il a abîmé ma voiture. Hein? Il a abîmé ma voiture. Il a donné des coups de pied dans la voiture. Il a tout cabossé ma voiture. Ah, ok. Avec la police et un constat pour les assurances. Alors, c'est un exemple, mais juste pour dire que quand ça tourne pas rond, notre relation, notre perception est très différente. Et dans notre organisation de notre vie, si on n'est pas clair dans notre tête, imagine comment ensuite on comprend les autres, on gère nos choses, on crée notre quotidien, on planifie les choses. Pas simple. Les relations avec les autres sont compliquées, notre interprétation de la réalité est compliquée, notre organisation, notre planification. Après, tu sais, il y avait toutes sortes de comportements qui sont drôles par la manière, puis elle me disait, tu sais, il y a des gens, comment elle appelait ça? Ah, j'avais une expression qui est formidable. Tu t'enlèves des choses pour les donner aux autres, mais de façon vraiment excessive. Tu sais, tu te prives. Elle avait une expression, je dis, j'ai oublié, mais tu te prives pour un autre, mais de façon excessive. Et elle disait, moi, je ne supporte pas quand quelqu'un fait ça. Non, t'as pas besoin de... C'est gentil, mais des fois, c'est trop gentil. Alors, je regardais ça, je disais, ah, ok, donc, j'imagine le scénario, quelqu'un vient chez toi, puis tu te forces à aller beaucoup trop loin, en pensant que l'autre, si tu fais pas ça, elle pensera ça, puis ça, c'est compliqué la vie, non? Tu n'as pas raison, des fois? Mais je pense qu'on fait ça, des fois. De présumer ce que l'autre va penser, si moi je fais ça, puis si je lui offre ça. Hey, garde ça simple. Offre-lui des fleurs, puis regarde, si elle pense que tu lui as offert ça pour te racheter de la bêtise que tu as fait, hein, voilà, allez. Mais moi, je suis libre de garder ça simple, puis de limiter mon regard sur les choses, puis sur les autres, de façon simple. Mais je pense qu'on se complique la vie volontairement, enfin pas volontairement, mais tout seul, alors qu'on pourrait garder ça quand même beaucoup plus simple. Mais si le moment où on accepte que l'être humain est compliqué, il faut commencer par soi-même. Et moi, je proposerais que, pourquoi ne disons-nous pas que l'être humain est à la base simple, mais que quand l'être humain est un peu malade, il se complique beaucoup la vie. Parce qu'à la base... Il y a beaucoup de malades à Montréal. Il y a beaucoup de malades à Montréal. Il y a beaucoup de malades à Montréal. Surtout sur la rue, hein, il y en a beaucoup. Hein. C'est sûr. Mais la philosophie du Raja Yoga nous dit non, c'est justement l'inverse. À la base, l'être humain est simple. À la base, l'être humain a des besoins simples. À la base, l'être humain a des valeurs très belles, très simples. Ça, c'est normal. De la même façon qu'à la source, l'eau est pure. Mais après avoir traversé des usines, puis des dépotoirs, toutes sortes de choses, elle devient un peu moins pure. Et nous, on pense comme ça. On se dit, l'origine de l'âme est très bonne, très pure, très simple. Mais quand elle passe dans toutes sortes de processus, elle devient compliquée, elle devient impure, elle devient négative. Mais tu dis, c'est ton choix, toi, s'en occupe pas. Notre choix, c'est de, non pas ne pas s'en occuper, mais de simplifier les choses. Ouais. Moi, je m'occupe pas de ça. Non, mais il faut s'occuper de notre capacité à rester sain dans un contact avec les autres. Au travail, on n'a pas le choix. On a des collègues, on a des patrons, tu côtoies du monde au quotidien. Une famille, des gens qui vivent en famille, qui ont 3 enfants. C'est pas jetable, les enfants. Ils sont là, puis c'est une relation difficile. Éduquer des enfants, chapeau aux parents, je sais que c'est... Puis à mes parents, c'est pas facile. C'est compliqué, potentiellement. Jusqu'au jour où on se dit, nous, on va rester simple. Comme parents, on peut inculquer aux jeunes une simplicité. Où on peut transmettre aux jeunes toute notre complexité et le faire vivre, cette complexité. Ça, c'est mauvais. C'est pas nécessaire. Mais
on comprend que c'est souvent le cas. Et on comprend que la vie nous complique la vie aussi. Parce qu'il y a des choses difficiles à gérer dans le monde. Alors, un, c'est garder un esprit simple avec les pensées. Deux, repenser à sa vie pour se mettre des balises, puis se dire, qu'est-ce que je peux simplifier dans ma vie? Quelle relation je peux simplifier? Quel choix de vie je peux simplifier? Qu'est-ce que je peux simplifier dans mon alimentation, dans mon transport? Ça, c'est des choses très concrètes. Et on va se rendre compte que quand on simplifie certaines choses, autant intérieurement que dans notre vie, ce qu'on gagne, ce que je disais tout à l'heure par rapport aux pensées, au lieu d'être inutiles, elles deviennent puissantes. Il y a une force. Et dans la vie, moi, ce que j'ai vraiment ressenti, ce que je ressens encore beaucoup, c'est quand les choses sont claires, simples, elles deviennent puissantes. Elles ont un impact. Les gens respectent. Il y a une révérence pour... Les gens vont accepter notre simplicité. Si on dit à quelqu'un, regarde, moi, après 10 heures, moi, je vais me coucher, j'aime me coucher tôt. Puis c'est clair pour nous, les gens vont respecter. Mais si on est rendu, j'aimerais ça me coucher, mais là, si je vais me coucher, ils vont penser que peut-être je ne m'intéresse pas, que je les aime pas beaucoup. Puis là, on part là-dedans. Puis là, tu te retrouves à minuit, tu es à moitié mort, puis tu as juste voulu faire plaisir à l'autre. Finalement, tu vas mal dormir. L'autre va dire, il avait l'air fatigué, hein, tu sais. Puis peut-être que l'autre va se mettre à penser, peut-être qu'il m'aimait pas. Pourquoi il est resté jusqu'à minuit? Il aurait dû partir à 10 heures, il me semble qu'il allait se coucher tôt. En fait, eux aussi auraient aimé que vous partiez à 10 heures. Et vous partez pas parce que vous voulez leur faire plaisir. Wow! Compliqué tout ça. Il n'y a rien de mal d'arriver chez quelqu'un et dire, moi, à 10 heures, je fais dodo, les amis, parce que je fonctionne comme ça. Fine, soyons simples, soyons clairs, disons les choses comme elles sont. Les gens vont respecter, les gens vont apprécier. Mais quand on se complique les choses, on les complique pour les autres, puis ça change, ça donne rien de bon en général. Vivre simplement fait en sorte que ce qu'on fait comme choix de vie devient fort, ça devient clair, il y a une puissance dans ce qu'on fait. Et ensuite, la troisième dimension, qui est là, beaucoup plus philosophique, c'est comment je vois la vie. Et est-ce que j'ai tendance à la voir simplement, ou est-ce que là encore, j'ai compliqué ma façon de vivre? Quelle est ma relation dans le monde? C'est quoi mes principes de vie, mes valeurs fondamentales? C'est bien d'avoir des principes de vie clairs, simples, de viser par exemple à se dire, moi je veux être un être qui va s'améliorer, qui va être simplement bienveillant. Point à la ligne, c'est ça mon principe de vie. Je veux juste la bienveillance. Ça c'est ma base. Et si moi je deviens hargneux, haineux, violent, non, ça ne fait pas partie de mes valeurs. C'est pas compliqué ça. Tu sais, on peut juste dire, ça c'est ma base. Ensuite, par rapport aux autres, les gens qui sont vraiment agressifs, négatifs, j'ai pas besoin de ça dans la vie, là, vraiment. Donc on accepte à un moment donné de dire, moi, mon principe de vie, ma structure de vie, c'est que je suis un immigré cosmique. Je viens d'un autre monde, je suis de passage sur la planète Terre. Allô les terriens, ça va? Qu'est-ce que vous faites de beau sur cette planète? Je visite, parce que je suis juste là temporairement. Et dans quelques années, à un moment donné, je vais partir. Alors, entre le moment où j'arrive et le moment où je pars, je fais quoi sur cette belle planète? Il faut que ce soit un peu planifié, parce qu'à un moment donné, la fin va arriver, puis on va dire, je vais rien, avoir su, j'aurais organisé quelque chose. Non, on sait qu'il y a un début, il y a une fin. On va la cadrer comment, notre vie? C'est quoi nos objectifs? C'est quoi notre but? Puis comment on va vivre notre vie? Si ça, c'est clair, vous allez voir que ça change bien des choses. Parce que si on a bien défini comment on organise ça, mais quand quelque chose arrive, puis que c'est en conflit avec ça, on sait qu'on peut dire, non, ça rentre pas dans mes valeurs, ça m'intéresse pas. Puis là, on va pas se compliquer la vie à vouloir faire plaisir à tout le monde. On va juste dire non, ça rentre pas dans mes valeurs. Point de la ligne. Les gens vont dire la vie est trop courte. C'est pas ça qu'on dit? La vie est trop courte pour se la compliquer davantage. Puis plus on vieillit, plus on sent que on veut pas gaspiller notre vie. On veut pas rater notre vie. C'est d'entre nos mains. Il n'y a personne qui va organiser notre vie à notre place. Il n'y a que nous qui pouvons organiser notre vie à notre place. Ça demande simplicité dans notre façon de voir, de penser, simplicité dans notre façon de vivre, puis une simplicité dans notre façon de se placer dans le monde.
Et encore une fois, par simplicité, on ne veut pas dire être simpliste, être un peu niais ou un peu ignorant. Simple et sage, ça va très bien de pair. Donc c'est pas que être simple veut dire qu'on perd en richesse, en profondeur, dans toute la beauté, le raffinement de ce que la vie a à nous offrir. Au contraire. Mais la simplicité nous offre un espace mental, de vie, puis de vision, qui nous donne une espèce de force, de clarté, de capacité à mieux fonctionner. Et je pense que si on n'a pas cette simplicité dans notre vie, ben ça veut dire qu'il y a une certaine complexité qui s'est instaurée. Et ça veut dire qu'on a une perte d'énergie et ultimement une confusion qui fait que on s'enfarge les pieds dans les fleurs du tapis, même s'il n'y a pas de fleurs dans le tapis. Ça, c'est le cas extrême. Ça dessus, c'est c'est pas trop compliqué, non? Pas trop simple. C'est vrai que ça demande un bon amour de soi. Parce que... tiens, on va te donner un petit cornet de crème glacée. Tu parles dedans. C'est vrai que ça demande un bon amour de soi. Parce que quand tu es clair, tu attires des personnes qui aiment la clarté. Ça, c'est OK. Il y en a d'autres aussi. Moi, j'ai remarqué, il y a des moments où je suis hyper clair, là. Et il y en a qui ont comme de la colère, ou je sais pas, ils viennent... L'exemple, c'est j'ai un frère qui a pas mal de colère en ce moment dans sa vie. Et il m'a balancé, toi, avec ta clarté, t'essayes toujours que ça soit tout clair et tu m'énerves avec ça, quoi. Et en fait, ce que je veux dire, c'est ça, c'est qu'on parfois, il y a des personnes qui viennent titiller ça les dérange. Et voilà, et ça demande un bon amour de soi, en tout cas se sentir en sécurité à l'intérieur, parce que quand on est sensible et que t'as ça qui t'arrive dans la tronche, ça remue pas mal. Tu vois, plus on est clair, plus ça demande de savoir mettre ses limites et dire justement d'être clair, quoi, de dire non. Toi, je suis désolé, je suis bienveillant, je te respecte, mais j'accepte pas ton cadeau empoisonné, quelque sorte. Voilà. Là où je te suis très bien, parce qu'on l'a toujours vécu, c'est des choses qui nous arrivent à tous, je pense, à un moment donné. C'est pour moi, le défi avait été ensuite d'ajouter la dimension, de faire en sorte que ma clarté devienne une inspiration pour les autres, et non pas une façon d'être qui les menace. Parce que des fois, les gens, c'est ça qu'ils vont ressentir. C'est la même chose qu'on ressent par rapport à la positivité. Des fois, on est très positif, puis les autres me disent, ça m'énerve, t'es toujours positif. Puis genre, quand on m'a dit ça, une fois, je me dis, voyons, c'est comme si, je suis bon, puis on me disait, tu m'énerves, t'es toujours bon. Tu veux quoi, que je te foute une claque, puis je serais mieux? Non. Et c'est là que je me suis rendu compte que des fois, quand on vit quelque chose individuellement, une clarté, une bonté, une positivité, à cela, des fois, moi, j'ajoute vraiment la non-imposition aux autres et le sentiment d'essayer d'amener dans ma clarté toute la beauté de la clarté pour donner envie à l'autre de s'orienter dans ce chemin. Je sais que c'est assez subtil, puis c'est facilement un échec total, parce que souvent, il y en a qui veulent rien savoir de ça. Mais moi, j'ai vécu ça, puis souvent, je me suis dit, il faut que je fasse attention. Quand je suis très, très positif, je suis conscient de l'impact de ma positivité sur l'autre. Donc, avant d'exprimer ma positivité, je vais exprimer ma conscience ou mon acceptation de là où est l'autre, pour qu'il se sente reconnu dans son état d'être qui n'est pas comme le mien. Et souvent, je me dis des fois qu'il faut avoir cette espèce d'empathie ou de compassion un peu envers l'autre qui souffre de sa non-positivité ou de sa non-clarté. Et quand les choses sont compliquées pour l'autre, plutôt que de le confronter avec ma clarté, je mets ma clarté de côté pour quelques minutes, je vais dans sa complexité pour en pâtir, pour être avec lui ou avec elle, ou être dans sa... Puis dire, c'est vrai que c'est douloureux, c'est vrai que c'est compliqué, c'est vrai que c'est comme ça. Peut-être j'essaye d'injecter un peu de ma clarté après, mais sachant qu'il y a un risque d'allergie de l'autre. Ça, c'est vraiment dans une volonté
d'aider la relation, de faire du bien à l'autre. Des fois, ça c'est trop compliqué, il ne faut pas le faire. Des fois, c'est pas compliqué. Pour moi, c'est une approche d'aide, une approche de coopération, une approche de... Puis il y a des gens à qui on veut tellement un frère, une sœur, un être cher. Vous avez l'entraînement de ça, des années de journalisme, des vous avez pratiqué ça tous les jours avec toutes sortes de monde. Oui, on pratique. À différents continents. Mais c'est parce que moi, ma pratique spirituelle, au départ, m'a causé beaucoup de rejet. Parce qu'elle était tellement impérative que les autres disaient « Wow, lui, c'est intransigeant. » Et ça devenait pratiquement... Et c'était perçu. Tu sais, comme moi, par exemple, je vivais la paix, mais ce que je ne comprenais pas, c'est qu'en affirmant ma paix, ce que je donnais comme message à l'autre, t'es donc bien violent, toi, et agité, puis non paisible. Je ne l'avais pas dit. Mais inconsciemment, c'est exactement ce que l'autre ressentait. Il disait, bon, et là, il me dit que moi, je ne suis pas paisible. J'ai rien dit. Mais ils se sont sentis rejetés parce que moi, c'est la paix et je ne vis que la paix. Ah ouais, ok. Ok. Ah ouais, et là, au début, je ne comprenais pas. Je me disais, ben, c'est leur problème. Ils ne sont pas capables de m'accepter. Moi, c'est la paix. Ok. Puis à un moment donné, je me suis dit, comment c'est que tout le monde me dit que je suis flyé, puis un peu fanatique? Non, je ne suis pas fanatique. Si, t'es fanatique. Et là, ça a pris du temps pour me dire, pourtant, je défends des bonnes valeurs, tu sais, la paix, l'amour, la pureté, etc. Puis les autres disent, oui, mais c'est que tu nous donnes l'impression qu'on est tellement nuls, puis qu'on est tellement impur, puis tellement imparfait. Ah bon? Mais c'est pas ça que je veux dire. Ben, pourtant, c'est ça qu'on ressent. Ok, je dis, bon, il y a quelque chose qui ne marche pas dans mon truc. Là. Et là, ça a pris vraiment un cheminement pour revenir avec mes drapeaux de paix, mais plus doucement, tu sais, tout petit. Bout d'oreille, juste un petit pendentif, plus discret, puis d'aller dans, dans la réalité, en fait. Puis d'après, amener des dimensions. Puis en reconnaissant aussi que moi, c'était une protection. Parce qu'il y a une chose que, là, on va beaucoup plus loin en profondeur, mais une chose qui est d'être clair de façon vraie, puis qu'il y en est une autre de s'imposer une clarté par principe. Et c'est pas la même chose. Et au départ, quand on pratique la spiritualité, on va s'imposer une paix par principe. Il va y avoir une agitation, puis moi là, je deviens... Non, ça va très bien. Je suis paisible. Ben non, je fais un effort pour être paisible, et c'est absolument non naturel. Mais c'est louable, c'est très louable. Je fais un effort pour être paisible. Là où ça devient un peu plus honnête, c'est quand on dit « Ah, moi aussi, ça m'énerve, mais bon, je fais un effort pour être paisible. » On reconnaît que, sincèrement, en moi, je suis assez énervé. Mais je vais faire un effort pour être paisible. Et là, on est authentique. Et je pense que la barrière qui nous sépare des autres, c'est la non-authenticité involontaire. Je veux dire, on essaye d'être bon, puis on joue avec nos principes. Mais des fois, nos principes sont là parce qu'ils nous défendent, ils nous protègent de notre tendance à être soi-même compliqué, puis négatif, puis non... J'ai une question. Si vous permettez, ma question serait sur deux tranches. La première, quand on parle de... Tiens, on va peut-être juste te donner le micro, comme ça, à ceux qui sont en ligne et que je salue, by the way, que on est toujours conscient d'être avec vous. Ça fait bizarrement. Ouais. La première, quand on parle de la clarté au travail, ou par exemple avec... son team leader ou ses collègues. C'est compliqué. Parce que personnellement, là où je travaille, il m'est arrivé des fois quand je vois ça fait... Je me dis, je médite et je vois tout le monde qui me regarde. Qu'est-ce que tu fais? Comment... Là, j'explique. Ah, c'est vrai, nanani. Avec mes collègues, ça fonctionne, mais avec le patron, si on veut, des fois... J'avais l'impression que ça vous bouffe toute l'énergie. C'est-à-dire, comment je vais aller être clair? Des fois, je me dis qu'il reste là. Ça, c'est mon territoire à moi. Je vais me protéger. Mais c'est pas facile à le faire. C'est vraiment... J'aimerais bien que ma clarté impacte sur mon entourage au travail. Mais je ne vois pas comment je peux le faire. La deuxième, quand vous parlez d'amour de soi, l'amour de soi, c'est plus... Excusez l'expression que je vais vous dire. Je trouve que c'est plus facile à le dire qu'à le faire. Je m'explique. Ayant connu moi-même...
je suis passée à travers 2 cancers. Quelque part, j'ai pas honte à dire que l'amour de moi-même s'est impacté quelque part. Parce qu'au pire de mes cauchemars, je ne me suis jamais vue que je vais avoir de cancer. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Je vous écoute, j'adore. Je vous écoute et je suis en train de me revoir, de me dire, bon, j'ai fait ça, ça, ça. Là, aujourd'hui, je vais corriger à partir de ça, ça, ça. Mais je me dis, quand je me revois, et avec l'épée du cancer qui est toujours là, je me dis, si jamais un jour je l'ai, comment je peux protéger cet amour de moi-même sans que la maladie, les traitements, tout ce que je vais endurer vont impacter. Parce que veux pas, ça va impacter. Mais là, je comprends très bien vos questions, puis je travaille beaucoup avec des gens qui traversent des grosses épreuves et ça abîme. Hein. Le cancer est une grosse épreuve. Des gens vivent des épreuves de jeunesse aussi qui les ont détruits, d'abus, d'agressions, etc. Dans ces cas-là, pour la première question, je pense c'est au niveau, encore une fois, la question d'être capable de vivre simplement des choses compliquées. Il faut toujours remonter au travail de base qui est de faire le ménage dans le tiroir et le placard de l'esprit, puis de redévelopper le pouvoir du silence. Parce qu'à un moment donné, quand l'extérieur est très compliqué ou très intense, on peut plus, on est déjà trop tard. Si on le subit, c'est qu'on est déjà trop tard. Après, tout ce qu'on va essayer de faire, c'est de réparer puis de se remettre en forme. Là où on a une pratique, nous, qui est préventive, je ne veux pas le subir, comment je fais? C'est de développer au départ l'expérience du silence, l'expérience de la simplicité des pensées, de la force des pensées, pour que quand on va dans la même situation, elle ne devient plus une oppression. Mais il faut avoir une grosse quantité de paix intérieure, de silence intérieur, de foi intérieure. Puis après, alors ça c'est une culture, on peut en parler dans d'autres quoi. Attends, je vais juste finir pour répondre à la question, c'est qu'au niveau après de cet amour de soi, ce qu'il y a, c'est que pour moi, vous dites que vous êtes passé à travers 2 cancers. Il y a sûrement eu une valeur en vous qui est très louable, très riche, que les autres peut-être voient très bien et que vous voyez peut-être moins. Le courage, la résilience, la capacité malgré tout à être proche des autres peut-être, à voir les autres. Vous êtes peut-être quelqu'un qui était atteint de cancer, quelqu'un venait vous voir, puis vous étiez quand même intéressé à savoir comment l'autre allait. Je sais pas, le feeling, mais ça, c'est ça qu'on aime. Donc l'amour de soi, c'est d'être capable de voir ces valeurs qui sont en vous, puis que vous ne voyez pas assez des fois, mais que les autres le voient, et se dire, peut-être qu'il y a ça en moi. Et c'est ça qui vous a permis de passer à travers 2 cancers. Ce n'est pas une petite chose de passer à travers 2 cancers. Et la résilience est une énorme vertu. Et si vous vous regardez avec cette résilience, vous allez dire, c'est pas moi que j'aime qui est passé à travers 2 cancers, mais la force que j'ai gardée et cette résilience que j'ai en moi, c'est ça que j'aime. Cette flamme qui est en vous, qui continue à briller après les 2 cancers, c'est cette flamme que vous aimez. C'est pas vous atteinte de cancer. Vous voyez la petite nuance? Attends, je pense qu'il y a une piste à... Moi, je vais rajouter quelque chose. C'est que ça ne marche pas comme dans le placard. Dans le placard, tu fais le ménage, tu sors. Dans l'esprit, ça marche par paquet. Ouais. Tu fais un paquet, puis là, il y a un autre paquet qui vient, puis là, tu l'autre paquet. Puis, J'aime Pierre, il est vraiment très bon observateur. Ouais. Non, on a un placard vivant. Ça repousse. Ça repousse. Notre placard de l'esprit repousse. T'as raison, c'est sûr. Mais c'était un raccourci métaphorique pour initier la discussion. Tu la poursuis, tu vas plus loin dans le placard. Tu as un placard plus profond que... Le problème de même, comme je dis, c'est mes papiers. C'est le papier, oui. Mais toi, tout n'est pas passé au feu, là? J'en ai sauvé beaucoup. T'en as sauvé. Comme il dit, j'ajoute chaque jour, j'ajoute un paquet. C'est mon plus gros défaut. Ah, ouais. Si ça peut vous J'arrive pas à l'enterrer, j'arrive pas à me débarrasser. Je sais pas quoi faire. Moi, je dois 2 pilules au lieu d'apprendre. Pour les papiers, si ça peut vous rassurer, vous n'êtes pas le seul. Ah non. Il y a des déchiqueteuses, hein, ça aide beaucoup. Qu'est-ce qu'il dit? Il y a une déchiqueteuse, ça aide beaucoup.
Ça revient plus après. Si le gérant de banque m'appelle pour avoir la preuve, telle chose, il ne va pas appeler la déchiqueteuse. Allez, arrêtons nos placards et nos déchiqueteuses. On peut essayer de méditer quelques minutes sur ça. Clairer l'esprit. Voilà. On peut juste prendre quelques instants pour observer notre esprit. Un peu comme si on observait le courant d'eau d'une rivière. Juste voir toutes ces pensées passer. Et la beauté de l'introspection est de pouvoir mettre un filtre. De juste décider de laisser passer seulement certaines pensées. De mettre de côté toutes les pensées inutiles. D'imaginer que notre esprit pense simplement. En douceur. Des pensées bienveillantes pour le soi. Des pensées bienveillantes pour les autres. Et des pensées d'émerveillement pour la vie. Tout simplement. Et juste de se dire au départ qu'il n'est pas nécessaire d'avoir tant de pensées que ça. Que je peux très bien vivre avec moins de pensées. Et qu'en fait, je me porterai encore tellement mieux avec moins de pensées. Des pensées simples. Des pensées vraies. Et des pensées belles, raffinées. Mon esprit est comme un ruisseau. Et j'aime le garder pur, propre. Quand les pensées qui traversent mon esprit sont alignées avec mes valeurs profondes, le courant devient puissant parce qu'il est empli de vie. Alors je garde cette image d'un esprit léger, lumineux et simple.
Merci d'être là. Je vous souhaite une semaine pas trop compliquée. Puis on se retrouve mercredi prochain. Bonne soirée, Om Shanti.